podcast Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. L'année de mes 27 ans, je me souviens avoir été particulièrement tourmentée par des questionnements sur mon avenir et sur ma place dans ce monde. Que faire? Où aller? Quel destin embrasser? Je me sentais à un carrefour, c'était vertigineux et angoissant. Une fan d'astrologie croisée au hasard m'avait dit que c'était tout à fait normal. À 27 ans, on est en plein dans Saturn Return, une phase de la vie où Saturne, la planète de la maturité, retourne dans la position à laquelle elle était à notre naissance pour nous obliger à nous creuser la tête sur le sens de notre vie. Saturne ou pas, cette crise existentielle a fini par cesser et je pensais être enfin tranquille avec mes envies et mes choix de vie. Seulement voilà, il y a quelques mois, une nouvelle phase de questionnement a pointé le bout de son nez. J'ai 32 ans, je ne suis ni en couple ni mariée, je n'ai pas d'enfant, pas de CDI et pas spécialement de certitude sur ce que je ferai dans 10 ans. Et alors que je m'étais promis de ne pas céder aux sirènes des injonctions à réussir sa vie selon une norme que je sais subjective et bourrée d'injonctions, me voilà de nouveau en crise. Faut-il que je fasse des enfants, du botox ou un voyage transformatif en Amazonie? Y a-t-il des choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites? Et surtout, est-ce que c'est trop tard? Cette fois-ci, une copine m'a diagnostiqué une crise de la trentaine. Et si ce n'était pas la dernière? Et si la vie n'était qu'une succession de crises existentielles? Peut-on, en particulier en tant que femme, échapper à ce torrent de questionnements? Ma consoeur Claire Fournier, 52 ans et autrice du podcast Chaud dedans, se pose les mêmes questions. Ensemble, nous recevons Alexia Soyeux, autrice du livre Passé l'âge, la crise de la quarantaine entre mythe et réalité, sorti aux éditions Hors d'Atteinte. Salut vous deux. Salut Camille. Salut. Alors Claire Fournier, tu as créé Chaud dedans à l'aube de la cinquantaine. Est-ce que toi, on peut dire que tu en as vécu une de crise de la cinquantaine? À mort, une grosse crise, mais alors à 47 ans. Donc comme quoi, les chiffres ronds, c'est vraiment de la blague en fait. À 47 ans, c'était en 2019, je me suis sentie vraiment à côté de mes pompes en fait. Vraiment envie de tout plaquer. Je trouvais que tout était trop, en fait. Les enfants, le boulot, le couple à faire fonctionner, etc. Ce qui m'a quand même interpellée, c'est que j'ai pas du tout une nature anxieuse et que je me suis mis à avoir des crises d'anxiété de fou. Je me sentais pas mal déprimée. J'avais aussi vraiment beaucoup de mal à dormir. J'avais très chaud. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, grosse perte de libido et tout ça. Donc, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui m'arrivait. Et ça m'a emmenée évidemment sur le chemin de la périménopause. J'ai compris que j'étais en fait périménopausée. Après être passée d'ailleurs par un cabinet de gynéco qui m'a appris ce mot que je ne connaissais pas. Et donc j'ai compris que y avait en fait des manifestations physiologiques qui m'échappaient un petit peu, et j'en profite pour faire passer un message justement. Si entre 45 et 50 ans vous vous sentez vraiment pas bien, que vous trouvez que voilà tout craint dans votre vie, que vous êtes nul, etc. Peut-être que vous n'êtes pas en dépression, en fait. Peut-être que ce n'est pas une crise de la cinquantaine qui arrive. Peut-être que tout simplement, vous êtes en périménopause et que ça vaut le coup d'aller faire un petit bilan chez son médecin ou son gynéco. Et Alexia, alors toi, j'ai l'impression que tu as fait ce livre justement pour éviter de la faire, cette fameuse crise de la quarantaine. Tu vas nous dire si ça a marché. Pourquoi cet intérêt pour la crise de la quarantaine ? Je me suis intéressée au sujet justement parce que cette crise de la quarantaine, c'est une fameuse crise. On peut dire que c'est une évidence qui interroge un peu. Et je me suis demandé, parce que 2 ans avant de moi d'arriver au cap des 40 ans, je me suis demandé est-ce que j'allais vivre ça? Est-ce que c'est un truc qui est réel? Est-ce que ça a toujours existé, la crise de la quarantaine? D'où ça vient? Est-ce que de tout temps, les hommes ont fait des crises de la quarantaine? Et je me suis rendu compte que c'est une notion qui est à la fois omniprésente dans nos imaginaires, dans la culture populaire, et pourtant qui est assez peu interrogée. Et même la période du milieu de vie, donc ce qu'on peut dire la décennie de la quarantaine et de la cinquantaine, c'est indissociable de l'idée de crise, mais surtout dans une version masculine, hétéro, blanche, plutôt bourgeoise. Et cette représentation-là de l'homme le père de famille qui quitte tout pour... au volant d'une voiture de sport rutilante qui quitte sa femme pour dégoter une petite jeune de 2 fois moins que son âge, c'est des clichés qui sont très présents et très persistants. Et donc, ça m'a intriguée. Je me suis dit, voilà, d'où ça vient.
Et j'ai assez vite constaté que, évidemment, tout ça n'a pas existé depuis toujours. C'est une construction sociale, mais aussi historique. Et j'ai eu envie de comprendre qu'est-ce qui se joue à cet âge et ce que recouvre la notion de crise du milieu de vie. Dans ton enquête, tu as quand même interrogé pas mal de personnes. Est-ce que globalement, tu as constaté que, même si on peut interroger si on peut parler d'une crise ou pas, est-ce que tous les gens que tu as croisés ont traversé des crises? Est-ce que ma crise de la trentaine et avant Saturn Return, est-ce que c'est un classique? Est-ce que je vais aussi être touchée par la crise de la quarantaine, de la cinquantaine? Est-ce que tout le monde est en crise ou il y a des gens que ça ne touche pas? Alors, moi, ce que j'ai constaté à la fois dans les échanges avec des gens et dans les recherches, c'est que non, tout le monde ne vit pas de crise tonitruante et théâtrale en tout cas, mais par contre, ça interroge ce qu'on met sous le mot de crise. Et en fait, on peut aussi se dire que peu de gens ont vraiment les moyens de faire une crise un peu spectaculaire. En tout cas, ce qui est assez notable, c'est que tout le monde a quelque chose à dire sur la crise du milieu de vie, que ce soit la crise de la... Moi, je parlais de la crise de la quarantaine et les gens me disaient « Ah non, mais moi, j'ai fait une crise de la vingtaine, une crise du quart de vie, une crise de la trentaine, ma mère fait une crise de la soixantaine. » Enfin, voilà. Donc, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui montrent que quand on pose la question aux gens, est-ce que la crise du milieu de vie, donc la midlife crisis, est-ce que ça existe? Il y a 80 ou 90% des gens qui disent oui, ça existe, c'est un vrai truc. Alors que, comme je vais sûrement le développer après, c'est pas du tout une réalité universelle et il y a beaucoup d'études qui cherchent à prouver, à affirmer ou à infirmer l'existence de cette crise, mais on ne parvient pas du tout à mettre le doigt sur une réalité objectivable. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton bouquin, c'est, effectivement, tu parles de cette idée qu'il y a des crises de la décennie, alors peu importe si c'est la quarantaine, la cinquantaine, et effectivement, c'est pour la plupart une construction sociale, en fait. Mais c'est quand même documenté, ça commence par être documenté dans les années 70 par des sociologues, notamment des femmes. Et alors, elles disent justement aux femmes de prendre leur vie en main une fois qu'elles ont pu élever leurs enfants. Et ces autrices-là, elles ont fait l'objet d'invisibilisation par les hommes qui étaient en place dans leur domaine, notamment l'américaine Gay Shee. Pourquoi? En fait, ça dérangeait ce qu'elle disait. Oui, alors en fait, l'histoire de la popularisation de la notion de midlife crisis, donc elle naît, je reviens quand même sur le contexte historique, ça naît vraiment aux États-Unis dans l'après-guerre, dans un contexte de société qui s'industrialise, qui s'urbanise, où l'espérance de vie augmente, où on a des modes de vie qui sont de plus en plus standardisés aussi, et on a aussi plus de temps pour se poser des questions sur le sens de son existence. Donc voilà, donc ça c'est pour le contexte un peu général. Ce qui m'a vraiment fascinée, c'est que c'est effectivement une féministe qui a mis sur le devant de la scène cette notion de crise du milieu de vie. Gail Shee, c'était une journaliste américaine de la seconde vague féministe qui était un peu connue. Et elle a écrit un livre après elle-même avoir vécu un moment de doute existentiel au milieu de sa vie. Elle a écrit un livre qui s'appelle Passage, et où elle se fondait à la fois sur de la recherche en psychologie, en sociaux, et des centaines d'entretiens avec des personnes, des couples et des hommes, des femmes, plutôt blancs, plutôt bourgeois, mais en tout cas, voilà, elle avait mené cette recherche. Et son livre disait que, effectivement, au milieu de la vie, c'était l'occasion de remettre en perspective ses choix, et surtout pour les femmes, de devenir des vrais agents de leur vie, des vraies personnes à part entière, au-delà de leurs contraintes à la domesticité, à la parentalité, à la conjugalité. Donc, c'est un livre qui a fait de la crise du milieu de vie un outil féministe, et qui a eu un succès énorme. Elle en a vendu des dizaines de millions d'exemplaires, enfin 10 millions à peu près, dans les 2-3 années qui ont suivi. Ça a été traduit en 28 langues, très vite, etc. Incroyable. Donc, énorme carton. Ça a vraiment provoqué une discussion collective dans la société américaine et au-delà des frontières aussi des États-Unis. Et pourtant, on ne le connaît pas forcément, ce Pourtant, bouquin. on ne la connaît pas. Et juste après son succès, les experts de la psychologie de l'époque, donc des grands pontes des universités américaines, ont mené une espèce de campagne de dénigrement qui
se situe donc à la fin des années 70, donc dans un moment où le backlash féministe commence à émerger. Donc c'est pas une histoire c'est une histoire qui est à remettre dans le contexte de la fin des années 70, mais ils ont vraiment invisibilisé son travail, et non seulement ils l'ont invisibilisé, mais ils ont décrédibilisé sa parole en disant que ses recherches c'était des recherches de pacotille, de la psychologie de comptoir, que ça valait rien, et surtout ils ont fait de la crise du milieu de vie un concept absolument machiste, en disant que pour les femmes, elles sont assignées à leur biologie, donc éventuellement si elles ne se sentent pas bien, c'est plutôt du côté des hormones qu'il faut aller voir, mais en tout cas elles ne vivent pas des crises psychologiques telles que les hommes les vivent, et donc les hommes, eux, au milieu de leur vie, c'est vraiment une fois qu'ils ont consacré leur première partie de vie à construire leur carrière et leur vie parentale, c'est normal qu'ils renouent avec leur jungle intérieure, qu'ils séduisent des jeunettes. Il y a vraiment des extraits des livres des 3-4 grands psys de l'époque qui sont vraiment à vomir. Et en fait... on les encourage presque, quoi. On les encourage, on leur dit que c'est naturel, que c'est normal, et on demande aussi aux femmes de soutenir ces crises-là, de dire, en fait... Boys will be boys, quoi. C'est OK. Et donc, tous les stéréotypes qu'on a encore assez massivement, notamment dans les films, je pense Les Petits Mouchoirs, American Beauty, ce genre de film, ces stéréotypes autour de la crise de la quarantaine au masculin, ils datent de cette époque-là. Et je l'ai découvert en faisant les recherches, et je trouve que c'est assez merveilleux de découvrir des choses comme ça. Alors, tu qualifies dans ton livre La quarantaine d'un ultimatum, ou plutôt tu dis que toi, à cet âge-là, les choix de vie te paraissent de plus en plus irréversibles. Et je t'avoue que ça m'a fait réfléchir, parce que moi, j'ai 32 ans et j'ai déjà cette impression. Et j'ai déjà cette sorte d'angoisse où je me dis « Waouh, mais en fait, ça y est, je vais plus pouvoir prendre telle ou telle direction. » Est-ce que c'est vraiment le cas ? Pourquoi on pense ça ? Pourquoi on est comme ça pris par cette espèce de peur de l'irréversibilité ? Ce qui est réversible, en tout cas, c'est sûr que c'est le temps qui s'écoule et notre jeunesse qui file derrière nous. Ça, on est dans une société aussi où on favorise, on privilégie la jeunesse. Donc, à l'échelle de notre vie humaine, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, 40 ans, statistiquement, c'est le milieu de la vie. Donc, ça paraît aussi, d'une certaine façon, un peu logique de se dire qu'il y a une forme de vertige, de se dire... Le temps passe, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Comme si la vie était une espèce de montagne, on arrivait au sommet et d'un coup, on n'a plus devant soi qu'une plaine qui va vers la fin. Je trouve que... Aujourd'hui, on nous bassine un peu avec l'idée que le changement, c'est possible, c'est bien, c'est valorisé, qu'il faudrait qu'on puisse se transformer à tout moment. En fait, ce qu'on voit, c'est quand même que c'est pas totalement possible. En fait, on vit dans des structures qui nous contraignent et dans un contexte aussi économique, écologique, qui fait que c'est pas forcément possible de changer. Donc, dans les faits, je pense que c'est beaucoup plus nuancé. Il y a peu de gens qui peuvent vraiment opérer des changements radicaux, comme je le disais au début. Et ce côté irréversible, par contre, je trouve qu'il s'incarne vraiment à la quarantaine pour les femmes, pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, en fait, pour les femmes. Elles sont les pivots de la société, en fait. Elles supportent les rôles de parents, d'aidants pour leurs propres parents, elles vivent aussi des vies professionnelles où elles subissent aussi des inégalités, plus de précarité, etc. Donc ce côté irréversible, pour moi, il s'incarne dans la vie des femmes, pas que des femmes en général, mais des personnes qui ne sont pas privilégiées dans cette société, où là, il y a un côté... on nous dit que tout est possible, on peut changer, on peut se réinventer, etc. En réalité, c'est pas si simple que ça, en tout cas pas à l'échelle individuelle, quoi. Mais pour reprendre ce que disait Camille, il y a l'idée aussi d'un truc performatif, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque dizaine, tu dois avoir accompli quelque chose sous peine d'avoir, entre guillemets, raté ta vie. Mais ça, c'est complètement fabriqué. C'est fabriqué. En même temps, après avoir quand même bien réfléchi au sujet, je me dis que c'est normal que dans la société qu'on forme, il y ait des étapes, des rituels, des codes, des modèles. L'idée, ça serait peut-être plutôt de se dire que les modèles qui existent à un moment n'écrasent pas les autres et qu'on n'exclut pas violemment celles ou ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent pas cocher les cases qu'on a prédéterminées pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est fabriqué, effectivement.
cette idée d'inventaire, de choses à faire à chaque dizaine, c'est aussi quelque chose qui existe dans un contexte de comparaison permanente où on essaye de tout le temps améliorer tous les aspects de notre vie. Donc, on essaye de devenir les plus performants possible dans notre carrière, dans notre parentalité, même dans notre ménopause, en fait. Il faudrait tout réussir. Oui, c'est ça, l'idée qu'il faut réussir sa ménopause. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Réussir sa périménopause, réussir sa ménopause, réussir son accouchement. Tout est dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tout relève du champ de la performance. Donc, si c'est une performance, ça veut dire que tout est matière à être une réussite ou un échec. Et est-ce que tu crois que c'est parce qu'on s'attend justement à faire ces crises qu'elles surviennent? Comme si c'était une sorte de passage rituel qui va arriver à tout le monde, plus ou moins au même moment? Je pense en grande partie que effectivement il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice parce que un peu comme dans la crise d'adolescence aussi peut-être il y a une question, tout est évidemment plus nuancé que ça, il y a des questions peut-être de biologie, d'hormones, etc. Mais c'est quand même tout un contexte social qui nous dit ça va arriver, c'est normal que ça arrive, donc on se conditionne soi-même à opérer des changements. En tout cas, il n'y a rien dans les faits sociologiques qui nous dit que c'est quelque chose d'obligé. Donc, c'est bien qu'on entretient le mythe un peu tout seul. Mais non seulement on se dit que ça va arriver, mais on est presque content. J'ai l'impression parfois quand ça arrive aux autres, ces fameuses crises tonitruantes et théâtrales. Moi je me suis déjà entendu dire là c'est bon, il est en crise de la quarantaine. C'est presque une sorte de petit plaisir coupable de voir les gens aussi frapper ce mur-là. Dans le sens où tu te dis bon ça va, moi j'ai pas une crise comme ça quoi. Ouais, ça me je maîtrise. Je suis une mauvaise personne. Non mais ça permet de relativiser. C'est aussi un mécanisme pour se soulager. Voir les autres en crise, c'est aussi relativiser notre situation. Je pense aussi qu'on a tendance aussi à traquer la chute ou l'échec chez celles et ceux qui sortent des clous, comme pour se dire voilà, si elle sort des clous, je sais pas moi, elle se sépare de son mec, elle fait un enfant toute seule, etc., et qu'elle foire, c'est que les clous n'étaient peut-être pas si mauvais que ça, quoi. Donc, ça nous permet de nous rassurer si on n'arrive peut-être pas à faire des changements. Je sais que, il y a une espèce de joie un peu, de plaisir un peu coupable d'observer la chute des autres. Et juste pour revenir à l'idée de est-ce que c'est parce qu'on s'attend à faire des crises qu'elles surviennent, ouais. Il y a beaucoup d'études sur est-ce que c'est un vrai truc, la crise de la quarantaine, etc. Ça a été étudié par plein de disciplines différentes. Il y a eu récemment pas mal de livres et de productions sur la courbe du bonheur durant la vie qui suivrait prétendument une forme de U. Donc on serait au max un peu de notre satisfaction et de notre bonheur au début de notre vie. C'est-à-dire à l'adolescence ou jusqu'à 20 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, jusqu'à 20 ans. Et donc la courbe chute. Vers 40-50 ans ou 40-45 ans, on serait au plus bas. Donc vraiment, on serait vraiment... Pendant longtemps, voilà. Parce que le U, ça veut dire qu'il y a un plancher qui est quand même long. Là. Ouais. Puis ça remonterait et à la vieillesse, ou à la fin, vers le moment de la retraite, en fait. Voilà, ça s'améliorerait. Statistiquement, les Français se disent beaucoup plus heureux, pas que les Français d'ailleurs, beaucoup plus heureux à partir de 65-70. Alors moi, ça m'a quand même pas mal intriguée tout ça. Et honnêtement, j'ai passé vraiment énormément de temps à essayer de comprendre pourquoi toutes ces études sont tellement contradictoires les unes avec les autres, parce qu'il y a ça, mais d'un autre côté, il y a plein d'études qui montrent que non, ça n'existe pas, la crise de la quarantaine ou la cinquantaine, que les gens ne sont pas moins satisfaits au milieu de leur vie. L'étude la plus sérieuse, c'est une énorme étude aux États-Unis, une étude publique qui s'appelle MIDUS, donc c'est Midlife in the United States. C'est une étude qui dure depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui étudie les Américains dans la période du milieu de leur vie. Et cette étude-là, qui est vraiment quelque chose de très solide, dit que moins de 10% des Américains et Américaines pensent vivre une baisse de leur satisfaction notable au milieu de leur vie. Or, ce qu'on entend beaucoup, c'est cette courbe du bonheur en U.
Donc on en a beaucoup parlé ces dernières années, et ça vient en fait du champ, non pas de la sociologie, mais de l'économie du bonheur, qui est un champ de réflexion qui est proche de celui de la psychologie positive et de l'industrie aussi du bien-être. Et ça diffuse aussi en sous-texte l'idée que finalement, notre satisfaction et notre bonheur ne dépendraient que de nous et pas tellement des conditions sociales dans lesquelles on vit. Donc, c'est aussi à prendre avec des pincettes quand on se dit en fait, vous vous sentez mal au milieu de votre vie, mais ça va aller mieux. C'est pas si simple que ça, en fait. Il faut quand même prendre en compte le contexte social, politique. Bah oui, en fait, si vous êtes confronté à un divorce, de la grande précarité, du racisme, enfin, le racisme ne va pas s'arrêter, quoi, enfin, ou le sexisme ne va pas s'arrêter à vos 45 ans, enfin, il y a un truc aussi de contexte social global qui est mis de côté, si je comprends bien. J'en profite pour vous conseiller un super bouquin d'un écrivain américain, je ne sais pas si tu connais, Nathan Hill. Je l'ai lu. Tu l'as lu, Wellness? Ouais. En fait, l'héroïne, elle parle tout le temps à son conjoint de sa courbe en U, elle dit non, mais là, ça ne va pas du tout entre nous, c'est normal, on est vraiment au plancher de la courbe en U. Ouais. Et en fait, ça confirme sa déception dans la vie. C'est un peu triste, mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on dit sur toutes en fait, les anticipations, les attentes que à certains âges, on va se sentir bien, puis à d'autres, ça ira mieux. Ouais. Bon, comme si c'était aussi simple que ça, en fait. Comme si la vie comme si tout était écrit. Se résumait à des courbes. Ouais, mais c'est un chouette livre, effectivement. Et ce que je trouve horrible dans ce mode de pensée, c'est qu'en fait, c'est une forme d'acceptation d'un destin, quoi. Ça veut dire, si ma vie est nulle, je reste coincée dans ma vie nulle et je vais pas, au niveau individuel, m'en défendre, je sais pas, me séparer, changer de boulot, ce que je peux faire en fonction des conditions dans lesquelles je suis, mais c'est aussi, encore une fois, si les conditions sociales dans lesquelles on est font que notre vie est nulle, ne pas l'accepter, c'est aussi se battre, s'engager, militer, aller vers un changement de structure qui fait que peut-être on sera moins en crise. Est-ce que finalement on n'est pas aussi perpétuellement en crise parce qu'on est dans un monde qui est perpétuellement en crise? Exactement. Ça, c'est aussi je trouve une des grandes découvertes que j'ai faites, c'est que en fait le mot de crise, c'est devenu vraiment la structure narrative qui nous permet de raconter nos vies en général, en fait, de se raconter à nous-mêmes et de raconter nos vies. Et ça s'explique parce qu'on est dans un monde en multicrise, en polycrise permanente, économique, écologique, politique, dans un monde plus instable et violent que jamais. Et en fait, ce vocabulaire de la crise, il est devenu la façon de raconter nos vies en général. C'est assez logique, en fait, que ce champ lexical-là ait émergé à partir des années 80, à un moment où le néolibéralisme a commencé à s'installer, où les crises pétrolières aussi ont fait que l'énergie était moins abondante et que les 30 glorieuses avaient un peu fini leur période. Donc nous sommes en crise permanente, dans un monde en crise permanente. Je me demande si aussi l'idée qu'il y a une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, qui est finalement assez attendue, c'est pas une manière de nier aussi peut-être des aspirations à autre chose de la part des individus, tu vois. Si tu exprimes vraiment un mal-être, un besoin de changement, on va dire non, mais tu fais ta crise, de toute façon, c'est évident, c'est ta crise de la quarantaine. Tu sais, il y a une façon c'est un caprice, quoi. Un peu. Une façon de nier tes aspirations à autre chose, parce qu'il faut mieux rester dans le moule, en fait. Il vaut mieux rester dans ton boulot, il vaut mieux rester dans ton couple. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Oui, complètement. Et encore une fois, je pense que sous le terme de crise, ce qu'on médiatise et ce dont on parle, c'est beaucoup des crises de sens, des gens qui ont envie de bifurquer, de trouver leur voie, etc. Donc ça, c'est assez valorisé socialement. Mais peut-être les personnes qui vivent le plus de facteurs qui leur donneraient envie de tout quitter, de changer de vie, etc., eux, on n'en parle pas, alors qu'ils vivent vraiment des situations potentiellement difficiles. Donc, voilà, encore une fois, c'est toujours un peu la question de à qui on donne la parole et qui est représenté dans notre société. Alors, tu écris quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de bien dans un monde où l'âge est
une donnée qui est sans cesse remise sur le tapis. J'en veux pour preuve les classements Vanity Fair ou Forbes des, jeunes, les moins de 30 ans, les plus ci ou ça. C'est qu'en fait, avant le milieu du 19e siècle, l'âge n'est pas du tout un élément central de l'identité. Et en fait, on ne connaît même pas la date de naissance précise des gens. Tout à fait. Avant le 19e siècle, effectivement, l'âge, c'était pas un élément clé. Le cours de la vie était plutôt marqué par des événements forts, donc c'est-à-dire évidemment les naissances, les décès, les mariages, les incapacités physiques. Donc il y avait la jeunesse, la vie productive et la vieillesse, mais le milieu de la vie, par exemple, ça n'existait pas parce qu'on ne comptait pas vraiment les années particulièrement, on ne souhaitait pas les anniversaires, tout ça. Et donc c'est dans la période, l'entrée dans la modernité que le rapport au temps s'est transformé. Et ce temps, comme je disais, qui devient plus standardisé, le temps devient un outil de mesure et de contrôle. Et avec cette obsession de la mesure du temps, vient aussi une quête d'efficacité dans la vie quotidienne. Et on commence à catégoriser et un peu à saucissonner la vie en période d'âge. Ce que je trouve fou, c'est qu'on s'est inventé des nouvelles contraintes. En accordant comme ça de l'importance aux âges, aux anniversaires, à des étapes de la vie qu'on vient comme ça, comme tu dis, un peu saucissonner, ou en tout cas structurer en étapes. Mais en fait, on ne peut jamais gagner. On s'est inventé des contraintes, quoi. Si à 30 ans, il faut avoir fait ci et ça, puis à 40, ci et ça, puis à 50, ci et ça. C'est totalement subjectif et extrêmement anxiogène, en fait. C'est subjectif et anxiogène. Et ça permet quand même de classer et de maintenir les gens dans des rôles et en fait de les contraindre, je trouve, à être dans une espèce d'escalator de la vie où il faut faire ça comme étape à tel âge, avancer. Et il faut, au fur et à mesure de la vie, cocher toutes les cases pour être un bon petit soldat de cette société, un bon adulte, en fait. Donc ça permet de conditionner et de normer les existences. Et c'est quoi un bon adulte ? Alors, un bon adulte, en tout cas, le mot adulte, c'est un mot qui est assez intéressant parce que finalement, on se pose jamais la question de ce que c'est, pas souvent, on se pose la question de ce que c'est qu'un adulte. Un adulte, c'est à la fois un seuil légal. C'est aussi, aujourd'hui, on est adulte, en France en tout cas, on est adulte à 18 ans. Les hommes et les femmes, ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est aussi intéressant de le questionner. Il y a une question physiologique. L'adulte, c'est un individu qui aurait fini de grandir physiquement et intellectuellement. Et après, un adulte, en termes psychologiques, c'est peut-être quelqu'un qui s'est forgé une identité singulière. Mais le mot adulte, il est souvent un peu défini par défaut parce que c'est la norme qui existe au regard de la jeunesse et de la vieillesse et qu'on questionne pas trop. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'un adulte, c'est quelqu'un, en tout cas la conception majoritaire de l'âge adulte, c'est d'avoir un emploi stable, d'être potentiellement parent, d'avoir une indépendance financière, d'avoir un travail, d'être productif dans notre société. Mais tout ça est évidemment une construction aussi, parce que qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on est adulte si on n'a pas de travail, si on n'a pas voulu avoir d'enfants, si on n'a pas un corps productif, si on a des comportements qui ne sont pas ceux de ce qu'on considère être un adulte. Voilà. Je trouve que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est vraiment un rythme imposé, un rythme qui nous est imposé, où on doit cocher tout un tas de choses. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'émanciper de ce rythme imposé ? Est-ce que vous deux, vous y arrivez en fait à vous émanciper de ce rythme-là ? À titre personnel, moi j'essaye de... À la fois j'ai coché déjà toutes les cases, donc je suis un bon petit soldat, j'ai tout fait en temps et en heure, mes études, mise en couple, acheter un logement, avoir un enfant, travailler, etc. Donc
je pense que je suis assez mal placée finalement pour dire que je peux m'en émanciper, parce que finalement, voilà, j'ai un peu tout fait bien. J'essaye en revanche de me demander pourquoi est-ce que on tient tant à pointer du doigt les parcours des gens qui ne sont pas dans ces normes-là, et essayer de faire la place à d'autres voix, d'autres récits, et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans ce livre. Ouais, c'est vrai que c'est dur de s'émanciper de la roue impitoyable du temps. Je pense que... Alors, pour ce qui me concerne, moi, par exemple, tu vois, parler de ménopause qui marque quand même une forme de date de péremption, c'était un peu un suicide social, quoi, tu vois, parce que je suis de la télé, je suis journaliste, en plus j'ai un mec qui est plus jeune que moi, enfin, tu vois. Il y a vraiment eu un truc ce qui est complètement idiot, hein, mais potentiellement... On m'a beaucoup dit quand j'ai voulu faire chaud dedans, oh là là, tu vas tirer une balle dans le pied, tu fais pas ton âge, etc. Donc c'est vrai que tu fais pas ton âge, quoi, comme si c'était grossier de faire son âge. Donc il y a vraiment aussi un truc dont on n'a pas encore parlé, qui sont toutes les formes d'injonction, finalement, à ne pas faire son âge quand on vieillit, qui est un peu la double peine, surtout pour les femmes. On n'a pas encore abordé le chapitre de la grosse différence entre les hommes et les femmes. C'est surtout les femmes, en fait, à qui on donne chaque année qui passe des injonctions nouvelles, en fait. Hein. Et je pense notamment au bien vieillir, qui est un peu, encore une fois, un concept tarte à la crème. C'est quoi le bien vieillir, tu vois? Est-ce que ça veut dire pas faire trop de bruit, pas trop exprimer sa colère? Et là, je reviens encore à la ménopause et au fait que la colère des femmes à cet âge-là, on essaie de la dompter. Enfin, on veut pas la voir, tu vois, même si elle a des raisons d'exister, même si elle est fondée. Parce que, par exemple, il y a un autre truc, je digresse un peu, mais dans ton livre qui m'a beaucoup frappée, c'est quand tu dis que les femmes, elles ont un peu un ras-le-bol. C'est-à-dire que la crise du milieu de vie, ça peut être aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais les femmes, elles ont aussi en plus la charge des enfants, de la génération au-dessus et tout, mais aussi le care, c'est-à-dire c'est elles qui vont en charge le couple quand ça va mal, qui s'occupent de le réparer. Enfin, ça fait beaucoup pour une seule femme, quoi. Ouais. J'ai une assez grosse partie du livre qui traite du sujet de la lassitude des femmes hétéros, et de ce que j'ai découvert, le concept de hétéropessimisme, qui est cette espèce de fatigue vis-à-vis des relations hétéros, où on espère que les hommes, nos conjoints, vont être à la hauteur et vont faire des choses, mais non. Et donc je pense que ça, c'est un peu, ça décrit un peu d'une certaine façon l'air du temps aussi, cette lassitude, cette fatigue, et même parfois cette honte, quoi, d'être hétéro et de rester dans des couples qui sont insatisfaisants, alors que, en fait, évidemment, on vit aussi dans des contraintes. On peut pas tout le temps tout envoyer valser. Mais ouais, ce truc de prendre soin des enfants, prendre soin de sa relation, prendre soin, en fait, ça définit quand même beaucoup la vie des femmes, et particulièrement à ce moment-là de la vie. Ouais. Il y a un vrai truc, et là encore je reviens à la différence entre les hommes et les femmes, c'est aussi l'horloge biologique. Enfin, je sais pas si on appelle ça toujours comme ça, Camille, pardon. Mais moi, si on appelle ça comme ça. Je crois qu'on l'a. En tout cas, je vois pas d'alternative. Qui est un truc qui marque vraiment la vie d'une femme, en fait, à partir au-delà de 40 ans. Effectivement, tu parlais d'irréversibilité tout à l'heure. On lui fait bien sentir, et c'est encore aussi que, après, ce sera trop tard. Ça, c'est terrible. C'est une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur nos choix, en fait, toute notre vie. À 40 ans, c'est la sociologue Cécile Charlap qui en parle, de la ménopause sociale. Donc, c'est un couperet qui n'est pas physiologique, mais qui dit qu'avant 40 ans, les femmes doivent procréer, et à partir de 40 ans, il ne faut surtout plus qu'elles le fassent. Donc ça c'est... On ne peut pas le... Enfin, c'est pas quelque chose qui est écrit dans notre biologie. On peut avoir non, mais les enfants, grossesses tardives, on peut le dire, elles sont regardées un petit peu... elles sont regardées, critiquées, observées, jugées, disqualifiées. Et à la fois, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Moi, la plupart des femmes font des enfants après 38 ans. Évidemment que parfois, ça pose des problèmes, mais je veux dire, c'est aussi... il y a des problèmes aussi avant. Oui, il y a des problèmes aussi avant. On appelle ça des grossesses gériatriques. Ouais, exactement. Oui, à partir de 35 ans. Ouais. Moi, il me reste 3 ans, quoi. Avant que le mot gériatrique soit associé à ma personne. Vous ne voyez pas... Ce terme-là devrait tellement être banni, en fait. C'est tellement affreux. Mais...
Pareil, dans les discours que je trouve incompréhensibles, il y a le fait de présenter les gens qui réussissent tard, avec des gros guillemets, parce que la réussite, évidemment, c'est subjectif, comme des exceptions. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens qu'à un moment, on parlait de Vincent Lindon, l'acteur, comme ça, waouh, c'est incroyable, je crois parce qu'il est devenu connu après tel ou tel âge. En fait, moi, des gens qui font des trucs incroyables à 40, 50, 60, 70, non pas que ce soit obligatoire par ailleurs de faire des trucs incroyables, mais enfin, je veux dire, il y en a plein, donc pourquoi on les présente encore comme des exceptions ? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il faut aussi qu'on se raccroche à... L'âge est tellement un élément structurant de nos vies aujourd'hui qu'il faut qu'on se raccroche à tel ou tel paramètre pour raconter l'histoire. C'est un peu du storytelling aussi. Après, qu'on fasse des choses de façon très précoce ou tardive. Oui, et en même temps, on adore parler des enfants stars, encore une fois, des moins de 30 ans qui font ci ou ça, comme si c'était mieux, comme si... Alors que, tu vois, c'est un peu l'équivalent de quand on se réjouit parce que les femmes sont minces, alors qu'on ne sait pas si derrière, il n'y a pas... tu vois, quand les femmes ont maigri, on se dit « Ouais, c'est super, t'as maigri », alors qu'en fait, peut-être qu'elles sont malades, peut-être qu'elles sont en dépression, peut-être que voilà. Et ben là, c'est pareil, on se réjouit quand les gens réussissent jeunes des choses. Alors qu'en fait, parfois, c'est, je sais pas, la preuve d'une éducation où on ne t'a pas aimé pour ce que t'étais, mais pour ce que tu faisais. Enfin, je veux dire, ça vient aussi parfois, pas toujours évidemment, mais avec des névroses, entre guillemets, qui ça, ne sont pas du tout prises en question. On se pose pas du tout la question de finalement de ce qu'il y a en coulisses, quoi. Je sais pas quoi dire. Tu acquiesces. Oui, non, ça me fait aussi penser au livre de Sama Karaki sur le talent est une fiction qui met en lumière que dans les récits de succès et un peu le discours de la méritocratie ambiante, on oublie bien souvent de dire que le talent ne vient pas de nulle part. Il naît d'un ensemble de conditions matérielles, sociales, culturelles qui permettent de faire émerger des talents. Et le talent n'est qu'un paramètre parmi bien d'autres qui permettent de faire naître des génies. Voilà. Et alors, pour revenir à ces crises, on pense souvent qu'elles vont se résoudre par un changement de partenaire, de boulot ou de lieu de vie. L'autrice américaine Gail Shee, dont tu parlais tout à l'heure, dit au contraire qu'il faut se confronter à soi et à ses besoins intimes dans ces moments-là, au lieu de chercher des facteurs exogènes. Voilà, c'est peut-être le moment, quand on se sent comme ça dans une crise ou une remise en question, de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis à partir de maintenant, qui je veux être. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça pour moi. Je me dis, ces moments, ces grands caps en fait qui nous sont un peu imposés, ça peut être aussi l'occasion de se questionner sur la façon dont on a envie de vivre et qui on a envie d'être, pas juste pour être dans la performance et pour être la meilleure version de soi-même, mais pour savoir ce qu'on veut faire du temps qui nous est donné sur Terre. Et donc, en l'occurrence, pour moi, j'ai eu envie d'affirmer certains engagements et trouver une forme d'alignement qui est toujours un peu fragile, mais en tout cas, essayer de m'aligner entre les valeurs que je porte et ce que je suis capable de faire et continuer à cheminer aussi dans un engagement politique et féministe. Et je pense que voilà, mon passage de la quarantaine, c'est aussi une affirmation de mon côté rabat-joie féministe. Et j'aime bien citer cette figure de la rabat-joie féministe de Sarah Ahmed. Voilà, je trouve que c'est le moment, pour moi, en tout cas, ce passage-là, c'est l'occasion de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie, pas simplement dans mon coin, mais dans le monde. Et donc, voilà, pour moi, être rabat-joie, c'est essayer de pointer les choses qui ne vont pas et montrer que parfois le bonheur des uns, souvent, le bonheur des uns repose sur la domination des autres. Et donc, devenir rabat-joie, c'est assez inconfortable, mais c'est aussi... en trouvant de la joie auprès d'autres rabat-joie, qu'on s'élève et qu'on peut essayer de détricoter, déconstruire tous les carcans qui nous sont imposés. Donc pour moi, ce passage de la quarantaine, ça a été ça. Et alors justement, je te demandais tout à l'heure en commençant notre entretien, est-ce que ça t'a aidé à pas faire de crise de la quarantaine d'écrire ce bouquin ?
Alors, moi, je l'appellerais pas crise parce que c'est pas... J'ai quand même, autour du mot crise, je mets quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Moi, c'était pas spectaculaire. En revanche, c'est vrai que j'ai pris pas mal de décisions dans ma vie, dont je parle un peu dans le livre. Donc, une séparation, un changement de job et puis une affirmation. Ouais, quand même. Oui, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Mais après, c'est pas... T'as refait la déco chez toi aussi? Écoute, j'ai monté un abri de jardin, au jardin toute seule. Non, mais pour moi, c'est aussi... l'occasion là de me dire, en fait, il y a plein de trucs que je m'étais pas forcément autorisée à faire, mais des choses très simples, apprendre à fabriquer des choses moi-même, enfin voilà, des trucs assez basiques. Mais donc effectivement, j'ai pris pas mal de décisions. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est pas une crise? Après, bon, c'est vrai que j'ai l'impression de cocher un peu les cases de la crise parce que je me suis fait tatouer, je me suis coupé les cheveux. Enfin bon, c'est un peu drôle aussi. Enfin voilà, mais pour autant, ça se passe de façon plus que j'appellerais ça plutôt une transition ou un passage qu'une crise. Ce qui, juste pour revenir... pardon, je te coupe, mais ça peut tout simplement vouloir dire aussi dans la vie, évoluer dans sa vie, c'est changer, ça. grandir, sans que ce soit forcément un truc, une crise qui dure 3 mois. Puis s'autoriser des choses, tu vois, tu parles de tatouage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un blocage sur les tatouages, comme si c'était un truc, pour le coup, complètement fou, alors qu'effectivement, quand tu le fais, tu te rends compte que ça va, quoi. T'as juste un peu envie de le refaire en général. C'est ça, j'en ai 2, du coup, j'en ai déjà 2. Mais pour moi, le sujet le plus difficile dans le fait de passer l'âge, c'est l'injonction, enfin, essayer de me détacher de l'injonction au paraître, à rester jeune, parce qu'on n'en a pas énormément parlé là, mais c'est quand même aussi une bonne part de ce que j'ai étudié. Moi, j'ai grandi dans la même société que vous, qui a dit aux femmes qu'il faut qu'elles soient jeunes et belles pour toujours, sinon c'est plus des femmes. Et j'ai vraiment vécu ces injonctions-là dans ma famille. Et donc, vieillir en féministe, je trouve que c'est vraiment un énorme challenge, en fait, de se dire comment on fait pour concilier le respect, les choix du libre arbitre de chacun, chacune, mais pas non plus tomber dans une espèce de relativisme qui dit, c'est son choix, donc c'est OK. En fait, on peut quand même questionner qu'est-ce que ça veut dire de participer à cette culture du jeunisme et donc qui stigmatise les personnes qui vieillissent sans agir sur leur vieillissement. Tu veux dire faire du Botox? Ouais, faire du Botox. Mais même pas simplement du Botox. Enfin, le Botox, c'est un peu... ça c'est ce que je disais tout à l'heure, le bien vieillir. Rester mince, avoir l'air jeune, cultiver son apparence. Rester... dynamique, faire du sport. Ça, c'est une grosse injonction. Mais les normes esthétiques, elles sont extrêmement massives. Et l'industrie de la beauté, je mets des guillemets invisibles, mais l'industrie de la beauté, c'est quand même une industrie qui est extrêmement puissante, qui est plutôt une industrie qui vend de l'apparence que de la beauté. Enfin, la beauté, c'est pas ne plus avoir de rides. Comment on fait pour ne pas céder à ces sirènes ou alors en fait, c'est un truc qui est un peu indémerdable pour moi. Vous allez voir dans 10 ans, les filles, parce que ça s'arrange pas. Mais voilà, enfin, c'est juste quand même pour finir là-dessus, c'est quand même très inquiétant aussi de voir à quel point les pratiques non invasives, comme on dit, mais est-ce que c'est vraiment non invasif que de se mettre du Botox ou de l'acide dans le visage? Il y a une croissance qui est vraiment plus 50% ces dernières années. Ça touche des gens de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a du mal à critiquer, à faire la critique de cette industrie-là, sans tomber dans ce relativisme en disant en fait, c'est OK si on a vraiment, si ça nous fait nous sentir bien. Oui, c'est OK, mais en fait, on peut quand même se demander si on participe pas. Pour moi, je fais le parallèle avec les gestes écolos. En fait, on a appris ces dernières années à beaucoup critiquer les questions, d'avoir un prisme systémique et de voir qu'il y a des logiques structurelles qui nous dépassent. Mais ça ne veut pas dire que on doit individuellement prendre l'avion et faire n'importe quoi dans notre consommation. On se doit, je pense, quand on peut,
avoir une forme d'éthique et d'essayer d'être en cohérence avec les valeurs qu'on prône. Et donc, moi, ça me questionne beaucoup, quoi. Oui, tu dis quelque chose de très juste dans ton livre. Tu dis « L'avancée en âge est acceptable si on est conforme à une certaine image véhiculée par les réseaux sociaux. On n'a jamais autant été là-dedans, en fait. » Ouais. Et vieillir en féministe, je pense qu'un livre comme le tien, ça aide. Mais c'est pas facile. Merci, mais c'est vrai que ça, je pense que à la fin du livre, il y a peut-être encore beaucoup de questions qui restent ouvertes et beaucoup de questions à poser, à discuter tous et toutes ensemble. Mais voilà, par exemple sur les cheveux blancs, est-ce que c'est empouvoirant de garder ses cheveux blancs ? Oui. En revanche, il faut quand même aussi se dire que c'est peut-être plus facile d'avoir des cheveux blancs et des rides affichées quand on est une femme riche, mince, qui habite à Paris, que quand on est une mère célibataire pauvre. Enfin, voilà, il faut aussi un peu avoir développé nos discours et nos arguments sur ces sujets-là. C'est le mot de la fin, alors. Merci. Merci à toutes les deux. Claire Fournier, Alexia Soyeux, merci infiniment. Et chers auditeurs, on se retrouve sur Instagram @EncoreHeureusPodcast et sur binge.audio. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud, produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.